Attends, j'essaie de, pour pas oublier, ne pas me tromper de nom, voilà. Mesdames, Messieurs, merci d'être venus aujourd'hui nous rencontrer. J'ai pris l'initiative de cette rencontre parce que l'actualité nous pousse à être mobilisés contre, d'une part, les projets de privatisation qui sont prévus dans la loi Pacte, et d'autre part, pour s'interroger sur comment la France va réussir son redressement industriel et en particulier comment le capital public peut contribuer à ce redressement industriel, sachant qu'il n'est pas le seul outil et atout pour un État qui veut sauver son industrie, faut-il encore qu'il le veuille. Alors l'actualité la plus pressante sans doute, sur laquelle on peut espérer avoir de l'impact, c'est l'actualité liée à la privatisation de trois grands secteurs qui sont prévus dans la loi Pacte, Aéroport de Paris, Engie et la Française des Jeux. Mais avant de rentrer dans ce... Et puis, il y a les phénomènes industriels d'aujourd'hui qui nous interpellent tous et qui nous posent de gros problèmes. La disparition du site de Ford vers Bordeaux et à Blanquefort, et d'autre part, les menaces sur l'entreprise Ascoval dans le Nord. C'est des sujets phares, mais qui sont hélas révélateurs de la gravité de la situation. Mais avant de vous dire quelques mots sur ces enjeux-là, je voudrais vous remercier et vous présenter, remercier les personnes qui ont accepté de venir à cette rencontre et de vous les présenter pour qu'on soit, qui vont, je suis sûre, vous passionner au regard de leur expertise, leur connaissance des problèmes et nous donner des arguments pour rappeler que, 1, la France n'est pas à vendre, 2, qu'elle a des atouts, 3, qu'on n'est pas obligé de se laisser couler. Donc, la première personne que je voulais vous présenter, il n'y a pas d'ordre, mais ce sera sans doute l'ordre de parole, c'est notre collègue, notre amie Madame Pascale Lapierre, qui est syndicaliste de Force ouvrière, qui est à Aéroport de Paris, donc au cœur de la bataille sur la privatisation, mais qui est avec d'autres collègues syndicalistes qui sont présents aujourd'hui et qui auront l'occasion de s'exprimer. Ensuite, vous connaissez sans doute le journaliste Jean-Michel Quatrepoint. Jean-Michel a été connu comme journaliste pendant des années, mais aussi parce qu'il a fait un film et toute une interpellation sur la question industrielle. Oui, enfin, il a été un des intervenants dans ce film et un grand défenseur des politiques industrielles qui a mis en exergue les fragilités, j'allais dire parfois les trahisons des élites françaises et de notre système au regard de l'avenir du pays. La troisième personne est là encore un syndicaliste, c'est Patrick Decara, qui est un syndicaliste à la fois d'Alstom, CFDT d'Alstom, mais il vous le dira, il a des responsabilités au-delà d'Alstom dans tout un secteur ferroviaire, et il vous expliquera, du coup, on élargira les enjeux aussi dans ce secteur. Ensuite, je donnerai la parole à monsieur Christian Arbulot, qui lui fait partie de l'école de guerre économique. Et moi, je trouve que c'est important de bien prendre la mesure qu'on est dans une situation, il faut bien le dire, de guerre économique, et que dans cette guerre économique, la France n'est pas toujours à la hauteur, non pas parce qu'elle est incapable d'être une force économique, mais peut-être parce que la mobilisation collective et des pouvoirs publics n'est pas toujours suffisante ou ne fait pas forcément les bons choix. Et il a un regard très acéré sur cette situation qui nous sera très utile. Et on terminera par Danny Lang, qui lui fait partie des économistes atterrés. Vous connaissez sans doute les économistes atterrés, qui a évidemment un regard très critique sur notre système économique et en particulier sur ce basculement que toute la grande vague libérale a installé, qui a théorisé que la disparition du capital public était indispensable à la performance de nos nations. Donc moi, ce que je voulais vous dire à cet début d'abord, c'est que chacun va intervenir en une dizaine de minutes, puis on va faire des questions avec la salle, puis on répondra à ces questions. Moi, donc, premier message que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas qu'on baisse les bras. Le Sénat, qui n'est pourtant pas une assemblée révolutionnaire,
a voté contre la privatisation d'Aéroports de Paris et de la Française des Jeux, pour des raisons un peu différentes. Dans le cas de l'Aéroport de Paris, au regard des infrastructures que représentaient les aéroports, et pour lequel on ne voyait pas en quoi la concurrence pouvait apporter la moindre plus-value à l'activité elle-même. Deuxièmement, pour la Française des Jeux, d'une part, et ça c'est vrai pour les trois entreprises, ces entreprises qui globalement rapportent, c'est-à-dire que on reçoit des dividendes dans le budget de l'État de ces entreprises, et donc quand on fait le bilan global de le vendre, et à long terme les dividendes que ça rapporte, il n'y a pas un intérêt, à part du cash immédiat, pour donner l'impression qu'on règle des déficits publics, mais qui sont des fusils à un coup, qui menacent l'avenir par ailleurs. Et puis dans la Française des Jeux, nos collègues mettaient surtout en exergue le fait que, quoi qu'on en dise, les Jeux, ça pose des problèmes d'éthique, de pousser les gens à jouer, etc., sans parler du loto du patrimoine qui nous a occupé pas mal de temps dans le débat. Bref, sur ces deux sujets, le Sénat a voté très majoritairement pour le refus des privatisations. Et moi je dis au gouvernement, sur un sujet comme celui-là, quand le Sénat vote contre, on ne peut pas dire que le Sénat soit une assemblée de gauche pro-nationalisation a priori, eh bien, il serait judicieux que le gouvernement renonce à ces privatisations. Alors moi j'ai voté contre aussi la privatisation d'Engie, parce que je pense que la question enfin en tout cas, la vente du capital d'Engie au-delà des 30% ou des 50%, parce que c'était vraiment la disparition quasi de l'État comme acteur potentiel dans toute une série de ces jeux. Il ne s'agit pas de nationalisation à 100%, Engie n'est pas évidemment une entreprise publique à 100%. Donc, moi je fais un appel pour que le gouvernement écoute quand même les assemblées, et notamment le Sénat, qui dans sa diversité montre qu'il y a quand même au sein de la population française, gauche-droite, puisque c'est quand même encore des critères qui existent, un désaccord sur la privatisation. Et je dis à mes collègues députés, si le gouvernement n'y renonce pas, je pense que ça mérite une motion de censure, parce que la question des autoroutes est passée comme une lettre à la poste, alors qu'il y avait déjà autant de désaccords qu'il y en a aujourd'hui sur la privatisation des autoroutes, et tout le monde s'accorde à dire que c'était une erreur au regard de nombreux critères, les tarifs, les profits accumulés et l'argent qui devait être mis pour les investissements multimodaux qui n'ont pas été utilisés. D'ailleurs, sur cette histoire des autoroutes, le groupe CRCE communiste, auquel je suis rattachée administrative, déposera une proposition de loi pour la renationalisation des autoroutes. Bon, alors on a toujours le même argument, on peut faire ça que quand on est en renouvellement de concession. Bon, évidemment, quand on a eu le renouvellement de concession avec Ségolène Royal et Macron, qui était déjà ministre de l'économie et qui a tout fait pour que, évidemment, en dépit d'ailleurs du député Chanteguet, qu'un député socialiste qui n'est pas reconnu pour son ultra-gauchisme, qui demandait la renationalisation à la fin de cette concession, n'avait pas été écouté et entendu. Donc là, c'est tout l'enjeu des privatisations, et donc je pense que c'est un sujet important, parce que là, on peut quand même mettre un coup d'arrêt à un moment où le pouvoir est faible. Je rappelle que dans les revendications du Gilet jaune, il y avait le fait de ne pas brader le patrimoine national. Deuxième sujet qui est un peu différent, mais qui quelque part est quand même connexe, parce que c'est tout le débat de à quoi sert l'État et à quoi sert le capital public dans l'économie. Hein. C'est, comme je vous le disais, l'usine Ford et Ascoval, et là on est plutôt dans la constatation qu'il y a depuis des années et des années une absence de stratégie industrielle du pays, et que même l'outil capital public qui aurait permis, et qui d'ailleurs dans certains cas a été mobilisé, qu'on le veuille ou non, le cas de Peugeot, il y a eu du capital public, ça n'a pas été inutile. Hein. Donc dans certains cas on peut avoir des nationalisations temporaires, dans d'autres cas on peut avoir du capital public qui vient en adossement de stratégies de transformation, de relance industrielle, mais qu'on ait un pouvoir tellement dogmatique qu'aujourd'hui, dès qu'on parle de capital public ou de nationalisation temporaire, ce serait le crime de lèse-majesté. Et d'ailleurs, pour découvrir que nos collègues néerlandais, nos voisins néerlandais, ont moins de scrupules.
Parce que eux, quand ils veulent pouvoir peser sur une entreprise comme Air France KLM, eh ben, ils mettent du capital public. Et quand ils vous expliquent pourquoi ils en mettent, ils veulent en mettre pour défendre les intérêts des Pays-Bas dans le grand groupe, mais aussi pour consolider le rôle de Schiphol, qui est l'aéroport néerlandais d'Amsterdam, dont ils savent pertinemment qu'à partir du moment où il n'y a pas cet adossement entre une compagnie motivée pour rester avec des lignes sur Schiphol, ben, l'aéroport peut s'affaiblir. L'utiliser le capital public comme outil du développement économique et de l'avenir de leur pays, alors qu'ils sont libéraux quand même, les Pays-Bas, c'est pas les pires, enfin c'est pas les plus, comment dire, étatiques, c'est plutôt les plus libéraux. Ben, eux, et nous, on a un gouvernement aveuglé. Ce n'est pas les premiers, parce qu'on a eu beaucoup de problèmes depuis des années, cette espèce d'aveuglement de nos élites par rapport à cette question centrale. Et là, ben, on aura l'occasion de parler du cas d'Alstom, qui est quand même dramatique, et ensuite, plus généralement, de la question de notre stratégie d'intelligence économique et industrielle. Voilà, parallèlement du ferroviaire au sens large, je prends Alstom, mais on va parler d'autres cas d'entreprise, parce que notamment, voilà, et Jean-Michel va vous expliquer comment ça se joue pas simplement sur Alstom, mais dans un rapport de force avec les Américains un peu plus large que simplement une entreprise. Voilà, donc je vais donner d'abord la parole à la syndicaliste d'Aéroports de Paris, qui va nous dire comment, vu de leur pratique de salariés d'Aéroports de Paris, comment ils s'opposent à cette privatisation.